Aujourd'hui, on va parler de musique, de pâtisserie et de remusique encore. Oui, on sait pas trop, notre invité a voulu faire les montagnes russes avec nous, mais en tout cas, quand vous écoutez son parcours, vous savez que elle s'est vraiment fixé des objectifs pour réussir ce dans quoi elle s'est engagée. Et donc, si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'un prof de chant, ce que c'est que faire de la pâtisserie dans de grands restaurants, n'hésitez pas à suivre cette interview et à la partager à quelqu'un. Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talent. On se retrouve pour un nouvel épisode avec une nouvelle histoire qu'on va découvrir ensemble. Elle est juste incroyable. Donc je rejoins Clara Louise, enfin c'est elle qui nous a rejoint aujourd'hui, Clara Louise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis contente de t'avoir. Après tout ce qu'on s'est dit, je suis heureuse que vraiment on puisse discuter de ça ensemble. Très ravie. Donc je vais t'expliquer comment ça va se passer. On a 4 rubriques. Donc la première, c'est qui ton nom, ton prénom et tout ça. Après, on va parler de ton parcours. Ensuite, ton métier, donc ce que tu fais aujourd'hui. Et puis à la fin, c'est une surprise. Ok. C'est une surprise. Tu m'as dit que tu as regardé une vidéo récemment, donc je sais que tu sais à peu près les surprises. Oui, j'imagine un petit peu le genre. Donc Clara, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bon, alors moi, c'est Clara. Donc, je suis originaire de Touraine, donc Tours, le nord de la France. Et en fait, je suis arrivée à Marseille il y a 3 ans. D'accord. Voilà. Et Tours, comment on appelle les gens de Tours? Donc, on les appelle les Tourangeaux et les Tourangelles. Ok. C'est marrant. Oui, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de corrélation, mais bon. Oui. Ce que je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes de ton parcours, parce que les détails, on pourra en parler en long en large tout à l'heure. Alors du coup, les grandes lignes, ce serait, en gros, je suis sortie du bac, j'ai fait un bac ES, et en fait, j'ai décidé de tout de suite partir sur la voie de la musique. Donc je me suis formée direct après. À 18 ans. Et après, j'ai fait une petite pause dans la musique et j'avais envie de faire autre chose et j'ai fait de la pâtisserie. D'accord. Je suis partie en pâtisserie, voilà. Et là aujourd'hui, la musique me manquait beaucoup, donc aujourd'hui je donne des cours de chant. Je me suis remise à la musique. Tu as fait un comeback en force. Voilà, exactement. Donc pourquoi après ton bac ES, donc économie sociale et sciences sociales, non, sciences économiques et sociales. Oui, c'est ça. On va y arriver. Pourquoi tu intègres une école de musique tout de suite? Oui, alors pourquoi c'est ça? Oui, j'étais déjà impliquée dans le monde musical déjà dès ma jeunesse. J'ai commencé le gospel très tôt et en fait de fil en aiguille j'ai eu des groupes de musique, je commençais à composer, à enregistrer mes propres instruments, mes propres sons, etc. Et en fait c'est des amis musiciens qui m'ont un peu poussée, qui m'ont dit allez, il faut que tu es faite pour ça, il faut que tu te lances et tout. C'est bien d'avoir un bon entourage. Voilà, c'est ça, exactement. J'étais un peu boostée par l'entourage, c'est vrai. D'accord, et d'où te vient l'amour pour la musique? Mais en fait, mon père, déjà, je parle de mon père direct parce que mon père, il est musicien de base. Oui. Aujourd'hui, il vend des instruments de musique. Donc en fait, chez moi, il y avait tous les instruments de musique du monde entier possible. Donc c'est pas qu'on n'avait pas le choix, mais voilà, moi j'ai découvert le monde avec la musique. Et en fait, toute la famille, on est d'une famille, on va dire, d'artistes. Mes grands-parents étaient artistes peintres. Mon grand-père, il sonnait la trompe. Voilà, beaucoup de musiciens et tout ça. Okay. Donc, j'étais vraiment dans le bain, en fait. Ok. Et tu nous as dit que il faisait, ton grand-père, de la trompe de chasse. Voilà, de la trompe de chasse. Voilà. Alors moi, je suis pas forcément pour la chasse, mais mais en fait, mon grand-père, il était très musicien, donc il chantait tout le temps. Quand on avait des déjeuners en famille, on chantait à 3 voix en harmonie. Et ouais. Et du coup, lui, il était même chef de chorale basque, de chanteur basque. Il sonnait la trompe de chasse, enfin, voilà. Un vrai musicien. Ok, donc de génération en génération. Est-ce que toute la génération a suivi la musique ou pas? Eh ben oui, parce que même mon petit neveu actuel qui a 1 an et demi, il est déjà musicien, il tape sur les tam-tams, même quand il est, enfin je vais vous dire. Il a choisi son instrument. Ah oui, il est au taquet, donc voilà. Ouais, toute la famille. Il y a que ta sœur, tu as dit que. Il y a alors ma sœur, elle travaille dans la mode, mais toujours un domaine un peu créatif, artistique. Et mon frère, lui, il est
totalement dans la musique aussi. Il est batteur, il crée des instrus et tout, donc ouais. D'accord. Et tu étais autodidacte à 6 ans, tu m'as Ouais. dit. Mais à 6 ans, je me dis, à quel moment on devient autodidacte? Quel est l'instrument que tu as choisi et tout? Alors en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, il y avait plein d'instruments chez moi et en fait il y avait un piano numérique qui avait et en fait tu mettais des disquettes dedans et ça t'avais des petites lumières qui s'allumaient et tu pouvais jouer le morceau que tu voulais. Du coup j'ai appris avec les petites lumières comme ça qui s'allumaient, donc sans solfège, sans partition. Et en fait, j'avais 6 ans et je passais mes heures dans la cave à jouer comme ça. C'est comme ça que j'ai appris, ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que tu choisis je sais pas comment on appelle ça, tu me diras, hein. Tu choisis un chant musical tout à fait différent. Oui. Le gospel. Oui, le gospel. Voilà. Pourquoi le gospel? Totalement improbable. Moi qui est née en Touraine, je me suis passionnée pour une musique qui est née aux États-Unis, dans une communauté qui était très éloignée de la mienne. Et en fait, je pense que parfois quand il y a un truc qui coule dans nos veines, on peut pas l'expliquer. Et en fait, moi, très tôt, j'ai découvert le gospel grâce à ma meilleure amie qui est américaine. Elle m'a fait écouter du gospel et sa maman, elle dirigeait une chorale de gospel pour enfants. Donc là, à l'âge de 8 ans, j'ai intégré la chorale et j'étais à fond dedans et je me suis passionnée pour le gospel. Je suis allée voir des concerts et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai eu ma propre chorale en fait. D'accord. Voilà. Donc je dirais pas chaque année, mais environ chaque 2 ans, 3 ans, tu montais jusqu'à diriger une chorale semi-pro. C'est ça. En fait, donc je suis entrée donc très petite, j'ai commencé, puis après je suis allée à 14 ans dans un atelier gospel. Après 16 ans, je suis allée dans une chorale semi-pro. Là, le niveau était plus élevé et puis à 18 ans, la chef de chœur de cette chorale, elle me dit bon bah je te laisse les rênes de la chorale. Donc j'ai dit OK et donc voilà. Et gospel, on en entend parler. Enfin, certains pensent savoir ce que c'est que le gospel, mais toi qui es dedans depuis des années, c'est quoi le gospel? Qu'est-ce que c'est que le gospel? C'est vraiment une question, même, on pourrait y passer des heures, mais je vais essayer de résumer. En fait, le gospel, c'est une musique, c'est chanté par, c'est américain, donc ça a été, c'est né aux États-Unis, à la base. Ça a commencé avec les Negro Spirituals. C'était des Noirs américains qui chantaient ça lors de la période de l'esclavage. Et ils mélangeaient des hymnes traditionnels chrétiens avec leurs propres chants traditionnels d'Afrique. Et en fait, ils chantaient l'Ancien Testament à cette époque-là. Donc c'est ça le Negro Spiritual. Et après, ça a évolué. C'est plus récent, le gospel. Le gospel, ça veut dire évangile. C'est ça. Et du coup, c'est plus récent. Et en fait, là, c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Donc, ce sont des chants qui parlent vraiment essentiellement du Nouveau Testament et toujours dans les communautés afro-américaines aux États-Unis. Oui. Et en fait, je rajoute pour dire que c'est bien tout ce que tu as dit. Tu as dit des choses que je savais même pas. Et quand je cherchais ce que c'était, j'ai vu qu'en fait, c'est des chants qu'ils entonnaient, qu'une personne entonnait et que les autres répondaient en chœur, mais pendant qu'ils étaient en train de travailler dans les chants, et que c'est ce qui vraiment les motivait, parce que il y a la force de la communauté en fait dans le gospel. C'est pas juste je chante une chanson, mais c'est vraiment quelque chose qui leur a permis à ce moment-là d'avoir un nouvel espoir. C'est vrai en Dieu et tout ça, mais aussi c'est mon frère, c'est ma sœur, on vit la même galère, on a le même poids. Donc à ce moment-là, quand on chante, c'est une force qui se dégage. Tu entends le gospel d'aujourd'hui, le gospel d'avant. Pour moi, c'est plus la même chose en fait. Ça évolue. Parce que ça a évolué. Avant, il y avait beaucoup de puissance. Tu sentais vraiment beaucoup de choses quand tu écoutes cette chanson. Bon, aujourd'hui, il y a aussi de la puissance et tout, mais c'est plus la même réalité. Donc, je dirais que ça s'est dilué. Oui, la musique, ça a changé, quoi. Ça a changé. Et de tout, tu as fait du jazz, mais pourquoi le gospel? Pourquoi t'as pas dit je vais rester dans le jazz? Oui, en fait, du coup, le jazz en fait c'est un outil qui sert aussi à comprendre le gospel, parce qu'en fait le jazz c'est une musique aussi noire américaine qui est née, il me semble, à New York. Non, à la New Orleans, pardon. C'est ça. À la New Orleans.
Et en fait, c'était des fanfares, il me semble, et tout ça. Enfin bon, après c'est vaste parce que ça s'est développé un peu partout. Ça a plusieurs influences, le blues, la folk, le piano classique aussi. Donc ça fusionne plein de styles, le jazz. Et en fait, le gospel, en même temps, en parallèle, il a évolué. Donc en fait, il s'est nourri aussi du jazz, le gospel. Donc en fait, c'était même le jazz, je dirais, c'est nourri du gospel et inversement. Donc en fait, le jazz, c'est un style esthétique, mais qui est tellement vaste que ça touche à plein d'autres styles. En tout cas, c'est beau, hein. Ouais, oui. Et tu as décidé d'intégrer une école de chant, comme on l'a dit, le Jazz à Tours. Ce que je voulais savoir, c'est, vu que tu étais déjà dans la musique, tu as fait des chorales semi-pro, etc., pourquoi tu te dis, bah, je vais faire une école tout de même pour peut-être avoir plus de compétences et tout, mais dis-nous pourquoi tu intègres une école encore? En fait, pour moi, en fait, c'était essentiel d'avoir des compétences. Je pense que c'est tellement important d'avoir des compétences dans tous les domaines professionnels. Et en fait, dans l'école que j'ai fait, c'est entre guillemets rattaché au conservatoire. Et en fait, c'est un département spécialisé dans le jazz. Et du coup, j'ai appris toute la technique, toute la pratique et toute la théorie qui se cache derrière l'esthétique du jazz. Et c'est très vaste. Donc oui, c'est pas pareil que le classique. Le classique, c'est vraiment une discipline aussi à part entière, qui est encore plus, je dirais presque plus stricte. Mais le jazz aussi, c'est très strict. Et en fait, quand on comprend le jazz, on comprend toutes les musiques. Donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Donc moi, j'ai choisi le jazz pour ça, et parce que aussi, ça nourrit toutes les musiques que moi, j'écoute. Et pourquoi pas peut-être que je pose une question qui est pas juste, mais pourquoi pas le conservatoire? Oui, pourquoi pas rentrer dans le classique? Bah en fait, moi, j'ai tellement été hors du classique. J'ai pas une grosse culture classique. Je sais que c'est très enrichissant de connaître tout ce qui est classique. J'ai beaucoup d'amis musiciens qui adorent le classique. Moi, j'ai jamais été très fan, même si mes parents ils m'emmenaient à l'opéra, etc. Bah j'étais moins touchée, voilà. Mais par contre, c'est incroyable, hein. Et sans le classique, on n'en serait pas là musicalement. Mais ouais, pourquoi pas le classique? C'est trop rigide pour moi. Je suis trop Tu as un esprit libre. Un peu. J'essaye, mais non, c'est beaucoup trop élitiste pour moi. D'accord. Et maintenant que j'y pense, le gospel, ça doit être un autre délire dans les églises aux États-Unis. Oui, alors oui. Tu peux chanter d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, alors comme tu dis, c'est un autre délire que, bah voilà, nous on est en France, notre culture c'est pas le gospel, même si ça s'injecte petit à petit dans certaines églises, etc. Parce que bah moi qui suis chrétienne, je côtoie beaucoup les églises et tout ça en France et aux États-Unis, donc j'ai fait pas mal. J'ai un rapport avec les États-Unis assez proche parce que ma meilleure amie elle habite là-bas et du coup j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et en fait, j'étais tellement passionnée que j'ai dit allez vas-y je vais dans des églises noires américaines alors que j'étais la seule blanche, blanche comme la neige. Et en fait, je dis ça souvent pour rigoler. Mais c'est vrai, en fait, parfois il y en a, ils vont se dire mais elle a aucun rapport avec le gospel. Oui. Et en fait, cette culture m'habite tellement que je me sens dans la communauté en fait. Mais tu sais, je connais une artiste qui s'appelle Simian. Et en fait, elle est, pour prendre tes mots, blanche comme la neige, mais elle évolue très facilement dans la culture africaine. Elle va te chanter des chants en langue du Ghana, de la Côte d'Ivoire, mais avec une telle facilité. Oui. Et quand tu la vois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et entre deux notes de musique, t'allais faire de la pâtisserie. Donc, moi, je me dis, bah, pourquoi elle allait en CAP pâtisserie? Elle a été au Sofitel Hotel, elle était à l'Intercontinental. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, donc, pourquoi le choix de la pâtisserie plutôt qu'autre chose? Bah, en fait, il y a eu un moment donné, je pense, j'ai été propulsée dans la musique tellement tôt qu'il y a eu un moment donné, bah, j'avais 23 ans et je me suis dit, attends, ça passe trop vite. J'aimerais bien faire autre chose aussi de ma vie. Enfin, est-ce que je suis capable? J'avais besoin de me prouver que je pouvais faire autre chose aussi. Parce que voilà, quand tu nais dans un environnement tellement musical, bah, c'était un peu sortir de mon cocon, de ma zone de confort. Et je me suis challengée, on va dire. Voilà, donc j'ai fait une pause avec la musique et puis j'ai dit allez,
challenge, je me lance en pâtisserie. Ouais. D'accord. Et la pâtisserie, c'est parce que tu savais faire avant? Et du coup, voilà, c'est surtout pourquoi, parce que en fait, je suis quelqu'un très créatif, j'adore les travaux manuels et j'avais un autre talent, hein, j'ai pas 1000 talents, j'ai la musique et la pâtisserie, voilà. Donc j'ai dit, allez, j'essaye ça et du coup, je me suis lancée au Compagnon du Devoir. D'accord. Bon, je sais qu'il y a des similitudes, donc je vais surtout te demander quels sont les rapprochements que tu as pu faire entre l'art de la musique et l'art de la pâtisserie. Parce que pâtisser, c'est un art. Oui. Voilà. Oui. Ouais, complètement, ouais. Oui, il y a un truc d'expression de soi quand tu crées quelque chose. Donc en fait, je suis trop fan. Que ce soit la musique, que ce soit la cuisine, que ce soit, je sais pas, le langage, la pâtisserie, c'est hyper satisfaisant de créer des choses. Surtout dans notre époque aujourd'hui, où on sait plus trop fabriquer des choses. Et du coup, moi, je me suis rapprochée de ça et j'ai pris conscience de l'importance de l'artisanat. Et l'artisanat, pour moi, c'est un truc qu'il faut pas qu'on perde, surtout en France. On a ce savoir-faire énorme. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est trop bien de savoir faire des trucs. Ok. Ben, c'est vrai, moi qui regarde Le Meilleur Pâtissier, deux fois, je m'assois, je me dis, mais à quel moment tu réfléchis et tu te dis, je vais créer un gâteau comme ça? Oui. J'ai vu un système où il y avait la clé et tout était en chocolat. Ouais, tout se mangeait. Je me suis dit, mais à quel moment, genre, t'as des illuminations? Comment ça se passe? Je suis fascinée par ça. Ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a la créativité, il y a la rigueur, il y a le partage. Faut faire attention, les mesures. Si t'as raté des mesures, t'es foutu, ton gâteau, il sert à rien et c'est une semelle. Comment tu as vécu cette période de passer de la musique à la pâtisserie? Oui. Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Si t'en avais. Oui. Alors en fait, de passer de la musique à la pâtisserie, ça a été un énorme changement et en fait, la pâtisserie, ça m'a apporté énormément sur le plan humain. Donc le côté rigueur, comme je le dis, c'est le côté militaire qui m'a énormément apporté en fait. Le côté rigueur, le côté en fait, c'est presque mathématique. T'as pas de marge si tu veux, c'est protocolaire. Et en fait, dans la musique, c'est tout sauf protocolaire. C'est toujours au feeling et tout. La pâtisserie, tu fais ça, A plus B égale, ça changera pas, en fait. 1 plus 1 égale 2, voilà, c'est tout. Et tu exécutes. Oui. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien d'apprendre ça. Et puis aussi, surtout, le fait de s'affirmer. Donc, en cuisine, parce que j'ai travaillé dans pas mal de restaurants, dans des établissements très, comment on dit, des haut de gamme, quoi, des établissements haut de gamme. Et on attend énormément. L'Intercontinental, excuse-moi. Voilà, au Sofitel, l'Intercontinental. J'ai travaillé dans des restaurants un peu semi-gastronomiques à Nice. Donc voilà, j'ai vraiment enchaîné des expériences un petit peu, mais qui m'ont vraiment boosté. Et voilà, et savoir se défendre en fait en cuisine. Et ça, je savais pas me défendre en musique. Je savais pas dire non et tout ça. Et donc la cuisine, ça m'a forcé en fait en cuisine, on va tellement te pousser à bout en dehors de ta zone de confort que si tu te défends pas. Donc voilà, j'ai appris à me défendre grâce à la cuisine. Donc c'est top. Ok, et on parle souvent dans la restauration des horaires à rallonge. Oui. C'est trop dur. On te dit, ouais, si tu veux faire CAP pâtisserie ou cuisine, il faut avoir les mollets solides et tout. Tu vois, oui, donc, c'est vrai. C'est totalement vrai. Avant toi, on a eu un cuisinier. Ouais. Donc, il est sous-chef aujourd'hui junior dans un hôtel-restaurant à Paris. Okay. Et il a dit vraiment, faut avoir les reins solides parce que le temps, tu n'en as pas en fait. Oui. Moi, c'était à un point où boire une gorgée d'eau, c'était un luxe, quoi. Mes collègues, eux, ils enchaînaient des heures et sans pause, sans rien, sans boire une goutte d'eau, je vais le dire, hein, sans aller aux toilettes. Enfin voilà, c'est des conditions. Pas tout le monde peut le faire. Mais après, moi, ça m'a appris plein de choses. Mais il faut en être conscient avant de s'engager là-dedans. C'est pas c'est comme quelqu'un, il va s'engager à l'armée, il faut pas être une petite nature, quoi. Voilà, en cuisine, on va pas... mais voilà, après, ce que je veux préciser, c'est que c'est pas pareil, c'est pas le même environnement entre un restaurant et une boutique. Oui. Il y a plusieurs environnements, donc après, chacun trouve son équilibre aussi. Il y en a, ils créent leur propre entreprise et ils travaillent à leur rythme. Ça dépend de l'environnement professionnel, en fait. On a parlé de musique, on a parlé de pâtisserie, mais ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est que
ces changements-là ont été engendrés parce que tu as vécu quelque chose d'assez dur quand même, donc l'anxiété. Donc, tu as commencé en musique et l'anxiété pointe son nez et puis tu vis ce que tu vis et après tu vas en pâtisserie. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce petit épisode, ce gros épisode de ta vie et comment ça s'est manifesté? Bon, du coup, oui, en fait, l'anxiété, moi, après, j'ai grandi avec. Donc, en gros, j'ai des symptômes de l'anxiété depuis que je suis enfant. Donc, voilà, ça a été... et c'est vrai que la musique, c'était un peu un refuge aussi pour m'aider à évacuer, à me sentir en paix, en sécurité. Et je me suis créé mon petit cocon. Voilà. Et en fait, y a eu un moment donné où quand je travaillais dans la musique, comme je l'avais dit tout à l'heure, je faisais plein de trucs. Je dirigeais une chorale, je faisais des groupes, j'étais choriste. Très jeune en plus. Hein. Oui, on faisait des interviews, des tournages de clips, voilà, j'avais plein de responsabilités assez jeune. Et du coup, voilà, il y a eu un moment donné, j'ai dû faire une pause parce que l'anxiété était trop haute et je faisais des crises d'angoisse en fait. Donc je sais que ça touche plein de gens. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Alors bon, maintenant avec les réseaux sociaux, on en parle un peu plus, mais ouais, ça m'a affectée vraiment, même sur certains choix de ma vie. Ouais. Mais je me dis comment un enfant peut développer de l'anxiété. Parce qu'un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans, après je sais pas toi à quel âge ça a commencé, mais vu que tu parles de l'enfance, comment ça se fait que un enfant développe de l'anxiété? En fait, j'ai vraiment étudié la chose en fait pour essayer de m'en sortir aussi. Et en fait, voilà, j'ai compris que ça peut être soit endogène ou exogène. Ça veut dire endogène, ça vient de toi, donc tes gènes en fait. Donc pas de chance, tes parents ils sont tous anxieux. C'est transmissible ça? Ça peut se transmettre dans les gènes, comme certaines maladies en fait. Donc voilà. Et puis, en fait, c'est un dérèglement du système nerveux. D'accord. Donc en gros, ça peut se transmettre. Donc ça peut être déjà un truc que tu as, je pense même, ça se développe pas tout de suite, mais ça va venir avec les événements de la vie. Et puis aussi, ça peut être une anxiété qui peut être apprise. Donc je sais pas, quelqu'un autour de toi qui est très anxieux, qui va te transmettre ce truc-là. C'est un mimétisme en fait. Tu copies le comportement. Ou alors carrément un événement qui soit passé à un tel moment, un traumatisme. Qui a déclenché ça chez toi. Voilà. Donc un choc post-traumatique. Voilà. Donc moi je sais pas trop, mais je pense que c'est un mélange. Parce qu'aucun de tes parents n'a ça? Mes parents ils sont assez... mais pas comme moi. D'accord. Moi j'ai dû avoir un cocktail assez explosif. J'ai trouvé une définition de l'anxiété, tu me diras si tu es d'accord avec ou pas. Donc on dit que l'anxiété peut être diffuse, persistante, irrationnelle et concerner la plupart des situations de la vie quotidienne. Et qu'on parle alors d'anxiété généralisée. Cette angoisse impossible à contrôler est source de souffrance et rend impossible tout plaisir. Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai pas dit, mais l'anxiété, de base, c'est propre à tous les êtres humains. Donc en fait, tous les êtres humains ont de l'anxiété, c'est même normal. C'est un système de défense créé par l'organisme, de réponse en fait. Normalement, c'est fait pour te sauver la vie. En gros, t'as un lion qui te court dessus, l'anxiété se déclenche et c'est ça qui te fait courir. Ah d'accord, c'est genre, mais c'est la peur? C'est lié un petit peu à la peur. Alors la peur, c'est plus une émotion. L'anxiété, c'est vraiment comment dire c'est un effet du corps, quoi. D'accord. C'est une impulsion? Ouais, c'est un truc nerveux. D'accord. Et en fait, c'est un signal stimulé envoyé par le cerveau. Voilà. Et ça peut déclencher l'émotion de la peur, évidemment. Et du coup, il y a ça. Et en fait, l'anxiété, elle peut être saine. C'est pas normal, quelqu'un qui voit un lion qui lui court dessus et qui reste là en mode wouhou. Non, c'est... Donc en fait, c'est normal. Après, y a des gens qui l'ont déréglé. Et moi, ce que j'ai dû subir depuis l'enfance, c'est le côté, en fait, j'ai l'impression que j'ai un lion qui me court dessus H24, alors que... y a rien. Y a rien. Et en fait, j'ai le niveau d'anxiété, il est au même niveau que si quelqu'un de lambda, on le jetait du 3e étage. Enfin, j'en sais rien. Donc voilà, c'est ça vraiment la description d'anxiété. D'accord. Et toi, comment t'es arrivée à gérer ça au cours de ton enfance et même aujourd'hui, comment tu gères ça? Ouais, c'est vraiment une question assez vaste. Je vais essayer d'être synthétique.
Mais en fait, l'accompagnement, la thérapie, tout simplement. Voilà, heureusement qu'il y a des thérapeutes bien en France et qu'on a un accès aux soins, tout ça. Donc du coup, moi, c'est thérapeute, psychologue. Je fais de la TCC, ça s'appelle thérapie comportementale et cognitive. C'est un des trucs les plus efficaces pour traiter les troubles anxieux. Et voilà, et c'est un long chemin. C'est vrai que c'est un long chemin et on avait parlé de syndrome de l'imposteur dernièrement et on avait parlé du fait que si des gens vivent ou passent par ces moments-là, faudrait qu'ils puissent aller consulter parce que souvent on peut être dans son coin et se dire que non, en fait je vais bien, mais en fait non, tu ne vas pas bien du tout. Il faut aller consulter. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'une personne anxieuse est automatiquement dépressive et inversement? Alors, c'est une très bonne question. La dépression, chronique ou pas chronique, mais la dépression peut engendrer de l'anxiété. Et inversement, un trouble de l'anxiété, à long terme, par usure, ça peut créer de la dépression. Donc en fait, parfois, ça s'auto-alimente, c'est un peu un cercle vicieux. Mais ça peut être deux choses distinctes, c'est-à-dire des gens qui peuvent être dépressifs mais ne pas avoir beaucoup de symptômes anxieux, mais ça dépend. Ça, c'est vraiment le domaine de la médecine, mais c'est pas automatique, mais les deux peuvent s'auto-influencer. D'accord. Sur cette chaîne, on a parlé de tout. Là, on a parlé d'anxiété, on a parlé de syndrome de l'imposteur, on a parlé de burn-out dans le milieu médical. On a fait on n'a pas fait le tour parce que les maladies qui concernent l'homme sont vastes. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'en parle pas en fait, on n'en parle pas, des fois on sait pas, bon aujourd'hui avec internet on sait ce que c'est un peu, mais souvent tu vis quelque chose et tu sais pas que c'est ça que je vis, donc c'est pour ça que c'est important de passer sur Eureka et qu'il y ait des gens qui expliquent que j'ai vécu telle chose, comme ça si quelqu'un qui vit la même chose en ce moment écoute ce que tu dis, elle peut se dire que oui, mais en fait c'est la même chose que je vis, il faut que j'aille consulter, ou il faut que j'aille chercher ce que c'est. Et donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est précieux pour nous et précieux pour ceux qui vont écouter. Oui, petite parenthèse juste pour te dire merci. C'est cool, tant mieux si ça peut servir. Donc, tu quittes... donc, si on en résume, tu as fait de la musique, tu es allé à la pâtisserie. Ta pâtisserie, tu es retournée à la musique. Mais en fait, ces changements ont été mobilisés, impulsés parce que tu étais dans une période anxieuse et que je suis fatiguée de la musique, je veux chercher autre chose. Donc la pâtisserie, c'est un peu comme une thérapie, tu m'avais dit. Oui, je pense que c'était bien parce que en fait c'était le moment où il fallait que j'ai dû arrêter la musique à cause de ces symptômes d'anxiété qui étaient trop forts, et du coup au lieu de rien faire, il fallait que je trouve un truc pour me rebooster, et je me voyais pas tout de suite reprendre la musique, et j'ai dit vas-y, j'essaye la pâtisserie. Donc oui, ça a été mon moyen de sortir en fait, complètement sortir de ma zone de confort et me mettre complètement à 1000 km de ce que j'aurais pensé être capable de faire. Donc c'était bien pour la confiance en soi, se prouver à soi-même et tout. Donc c'était vraiment bien pour ça. D'accord. Donc la pâtisserie est une thérapie. Ouais, un peu, je pense. C'est à la fois un challenge aussi. C'est un challenge que je me suis lancée, et je suis contente d'avoir réussi à le faire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui passe par un épisode anxieux et qui sait pas s'il doit, parce que j'imagine que c'est compliqué en fait quand tu dois reprendre l'activité. En plus toi c'est un peu tombé dans le Covid et tout, donc il y a tout ça là, tu deviens schizophrène en même temps parce que c'était lourd, claustrophobe parce qu'il faut rester enfermé chez soi, c'était ça que je voulais dire, pas schizophrène. Claustrophobe. Tu restes enfermé chez toi, donc c'est un peu plus compliqué. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui vit à peu près la même situation que toi t'as vécu et qui se dit mais en fait pour sortir de ma zone de confort, faut que je change de métier, faut que je fasse du sport, qu'est-ce que je dois faire? En fait oui, c'est une hyper bonne question. Je dirais en fait parfois on est trop dur avec nous-mêmes, donc comme tu l'as dit, il faudrait que moi à un moment je me suis dit faut que je fasse du sport, faut que je fasse je sais pas, que je me force à faire du footing tous les jours, je vais sortir de cet état d'anxiété et tout. Mais en fait pas forcément. C'est pas forcément ça la réponse, c'est plus faut s'écouter, ça c'est très important.
Je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est que je me suis pas écoutée pendant des années. Mon corps me disait déjà ralentis, calme-toi, fais-en moins, et je m'écoutais pas. Donc je pense que je dirais à ces personnes-là vraiment de faire attention, parce qu'en fait, il y a un moment donné, le corps, il te fait des petites alertes. C'est juste qu'on les ignore en fait. On les ignore et on est parfois dans le déni. Et moi j'étais dans le déni et puis il y a un moment où ça éclate. C'est souvent ça, hein. C'est ça un peu les burn-out, ça éclate parce que tu laisses le truc se tasser. Et en fait c'est très important de s'écouter parce que, mais bon, moi je dis que dans la vie de toute façon on est obligé de passer par ces épreuves-là pour apprendre. Comment, et maintenant, aujourd'hui, je ferai plus du tout la même chose qu'avant. Je m'écoute, je me respecte. C'est surtout se respecter, je pense, qui est important. Et ouais, donc je pense que c'est important de pas avoir peur d'en parler, et surtout de consulter. Il faut en parler avec un thérapeute professionnel. Quoi. C'est important, en fait. C'est pas, y a des gens qui croient, ouais, je vais pas aller voir un psychologue parce qu'ils pensent que le psychologue égale, je suis fou. Je suis un fou. Alors que pas du tout. Non, même les médecins eux-mêmes, ils ont des thérapeutes autour d'eux pour les soutenir psychologiquement, ils vont même chez le psychiatre, etc. Voilà, c'est des trucs, mais je pense qu'aujourd'hui, heureusement, dans notre génération, ça va mieux vis-à-vis de ça. Moi, je sais que la génération de mes parents, c'était un tabou, vraiment. Faut pas en parler, quoi. Faut pas en parler, donc voilà. D'accord. Et donc, on passe de la pâtisserie, on retourne à la musique, chasser le naturel et il reviendra au galop. Voilà. T'as voulu combattre, mais en fait, c'est revenu, t'es retourné dans la musique. Et aujourd'hui, tu es professeur de chant. Oui. Donc. C'est ça. Est-ce que, avant de parler de ce métier, ouais. Est-ce que t'as exploré d'autres genres musicaux à part le jazz et le gospel? Ouais, alors bonne question. Moi, c'est vrai, en fait, j'adore tout ce qui est R&B, soul, rap. Okay. J'ai même fait du rap à certaines époques de ma vie. Mais ouais, en fait, mais ça reste essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui la black music. Mais en fait, oui, j'adore tous les styles de musique, je m'y intéresse. Après, voilà, je suis pas une fan de métal, de rock. Ouais. C'est pas mon truc. Tu vois, par exemple, les Beatles, je déteste. Voilà, je le dis. Mais il y a plein d'autres groupes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Attends, excuse-moi. Non, c'est exactement ça. C'était les genres musicaux. Ouais, les genres musicaux, voilà. R&B surtout. Ok. Et est-ce que, à part le piano que tu aimes de tout ton cœur, tu joues d'un autre instrument? Ouais. Alors, mon père, il était batteur. Oui. Donc, du coup, il m'a appris plein de trucs. Donc, j'ai fait un peu de la batterie. Mon frère, il fait de la batterie aussi. Donc, il m'a beaucoup coaché. On faisait même des battles de batterie. Donc, tu fais de la batterie, en fait? Ouais, un peu, ouais. J'en fais. Un peu? Après, je fais un peu de batterie, je fais du piano, du chant, et puis je compose beaucoup de musique aussi. Je crée mes propres instrumentations, donc en fait, il faut être multicasquette. D'accord, on t'a déjà contacté pour écrire des chants? Ouais, en fait, j'ai même un ami qui est danseur, qui m'a contacté une fois pour que j'écrive carrément son instru, un track pour son spectacle de danse, de hip-hop. D'accord. Donc j'ai composé tout un morceau qui dure 6 minutes, 7 minutes, je sais plus, même 10 minutes même. Et du coup, il le mettait sur scène. Voilà. Ça, c'était vraiment le kiff de faire ça. Tu fais bien de parler de hip-hop parce que tu es danseuse, Clara. Je danse un peu. C'est vrai que j'avais vu des vidéos où tu mes chantais. Heures perdues. Mais en fait, t'es pas du tout la même personne quand tu danses et quand tu chantes. Là, t'es toute calme et tout, mais ce que j'ai vu là, c'est... En fait, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, même moi, je me reconnais pas parfois quand je suis sur scène, je suis pas la même personne, mais je pense qu'en fait, je suis vraiment moi. Et c'est ça le truc, c'est que je suis quelqu'un, comme on l'a dit, je suis un peu anxieuse, j'ai peur tout le temps de plein de choses, et en société, avec les gens, j'ai une timidité, et quand je monte sur scène, et ça, je l'ai ressenti dès la première fois que je suis montée sur scène. Quand je suis sur scène, je me sens tellement bien. Je sais pas, je me sens moi-même et je suis pas la même personne. Mais en fait, je pense que je suis vraiment moi à ces moments-là. C'est pour ça que les gens, quand je fais de la scène et tout, ils sont trop contents, ils sont dans la joie parce que je pense que je suis vraiment moi, en fait. Et c'est ça qui fait plaisir aux gens, c'est d'être authentique, je crois. Mais c'est bien que ton métier te montre ta vraie nature parce que ça te montre que tu peux surmonter les peurs que tu as, tu peux surmonter le stress que tu peux avoir. Oui. Et que si sur scène, t'as plus que 4 yeux qui te regardent, ça veut dire que t'es capable de tout faire, en fait. Oui, c'est vrai. En fait,
Moi, je crois que ouais, quand on dépasse ses peurs et tout, ça donne confiance en soi et comme tu disais, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai eu beaucoup. Hein, et en fait, une fois que t'es sur scène, bah en fait, t'as plus le choix. Ça a démarré. Voilà, quand t'es en répétition, tu peux toujours stresser, te dire ah est-ce que je fais bien, hein. Mais une fois que t'es sur scène, c'est fini. Et ça, c'est un des rares métiers où il y a ça. T'as vraiment le truc de voilà. Bon, c'est peut-être comme un chirurgien, il opère là, il sait qu'il peut pas. Voilà. Là, c'est vraiment fini pour toi. C'est vraiment fini là. Mais sur scène, en fait, c'est ça y est, c'est à toi de jouer. Et en fait, t'as plus le choix. Tous les regards sont rivés sur toi. Donc, et ça, moi, ça m'a tout de suite, ça me fait kiffer depuis que je suis enfant, en fait. Donc, prof de chant, tu enseignes t'as une tranche d'âge. Voilà. Ben, en fait, je donne des cours de chant à toutes les personnes qui veulent apprendre à chanter, progresser dans le chant et surtout progresser en technique vocale. Voilà, donc je me suis formée un petit peu dans de plusieurs manières. J'ai fait des stages au Danemark, en France aussi. Et puis j'ai appris beaucoup aussi aux États-Unis quand j'allais dans des églises. En étant chef de chœur, depuis que j'ai 18 ans, ça fait presque 11 ans que je suis chef de chœur. Donc en fait, j'ai cette expérience de savoir comment aider et accompagner les gens et j'aime ce truc d'aider les gens à kiffer, à progresser et à se découvrir eux-mêmes. Tu as parlé d'aider des gens à se découvrir. Fronce pas les sourcils, c'est une question facile. Donc, comment tu aides les gens, les élèves que tu as à surmonter leurs peurs, parce que je sais que quand ils viennent. Donc, comment tu aides la personne à déployer sa voix? En plus, chaque personne est différente. Hein. Mais franchement, c'est intéressant parce que c'est un peu protocolaire. En fait, tu vois, j'ai une trame. C'est comme toi, quand tu fais tes interviews, t'as une trame. T'as un début, t'as une fin. L'objectif, c'est quoi? C'est que la personne, à la fin, elle libère sa voix, quoi. Elle se sente bien, elle se sente en confort. Et en fait, j'ai même des élèves, j'ai une élève, par exemple, cette année, qui n'avait jamais chanté de sa vie devant personne. Même pas devant elle-même. D'accord. Donc, du coup, c'était presque de la psychothérapie. En fait, t'as ce rôle un peu de psychothérapeute, en fait, parce que tout est enfin, pas tout, mais il y a une grande partie dans le métal. Aussi. Voilà. De libérer, c'est s'exprimer. C'est comme quand tu parles, en fait. Tu t'exprimes et du coup, faut s'ouvrir. Et bien sûr, il y a des techniques qui te permettent de te sentir mieux dans ton corps. Et donc voilà. Et moi, du coup, j'arrive d'un point A à un point B à ce que la personne prenne confiance et se libère, en fait. D'accord. Et est-ce que dans le secteur de la musique, il y a un réel challenge entre l'offre et la demande? Est-ce qu'il faut absolument se lancer à son propre compte? Et en plus, tu as fait des études de musique, donc tu as eu un DEM, je crois que ça s'appelle. DEM, ouais. Voilà, ouais. je suis trop forte. Et tu as un MIMA aussi, mais le DEM, en fait, te permet d'enseigner. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut absolument choisir l'enseignement ou je peux aller faire autre chose? Ça, c'est la première question. Ouais, ok. Et après, c'est l'offre et la demande, c'est comment? Pour répondre déjà à ta question des diplômes. Donc les diplômes, en fait, quand tu as un DEM, tu peux enseigner dans certaines institutions, donc un conservatoire, une école de musique, etc. C'est un peu une certification qui te permet au niveau des institutions, mais c'est pas reconnu par l'État. Donc en fait, c'est pas forcément le diplôme en soi qui va te donner du travail. C'est vraiment toi, comment tu vas chercher les choses. Donc dans la musique, voilà, c'est aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment se vendre. C'est une industrie de l'entertainment, la musique. C'est vraiment, c'est ça. En fait, faut que tu vendes, faut savoir se vendre, se mettre en avant, se mettre en valeur. Et c'est pas ton diplôme qui va te faire gagner des followers. C'est des gens qui t'écoutent sur Spotify ou qui vont te voir en concert. Donc, en fait, ça dépend quel panel tu vas prendre. C'est-à-dire, par exemple, soit tu deviens un prof, tu enseignes, soit tu es compositeur, tu es dans l'ombre, mais tu composes pour des grands. Tu travailles, je sais pas, chez Universal et tu touches des droits d'auteur et tu peux vraiment gagner bien ta vie en restant dans l'ombre, mais en étant quand même dans le milieu, entre guillemets, du showbiz. Et puis après, soit c'est toi, tu te vends toi-même. Donc c'est toi ton propre produit, donc soit en tant que chanteuse, soit en tant que musicien. Et là, c'est à toi de jouer, de shiner, entre guillemets. Et voilà.
Il y a en fait, il y a tellement de métiers dans la musique. Tu vois, comme chef de chœur, diriger une chorale, organiser des ateliers. D'accord. Il y a plein de choses. Hein. Plein de choses. Ben, c'est intéressant ce que tu dis. On a beaucoup parlé. On a discuté de la pâtisserie, de la musique, de ce que tu as fait. On a parlé aussi de maladies, d'anxiété et tout, de stress. Et on va passer une partie que j'aime beaucoup, une partie introspective. Ok. Voilà, introspective où tu vas regarder cette caméra. Et tu vas t'adresser aux gens. Ok. Donc, la première question, c'est... Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut évoluer dans la musique? Alors, je dirais à quelqu'un qui veut évoluer dans la musique de vraiment croire en son don, en son talent et de le faire fructifier. Et de surtout pas avoir peur de se mettre en avant. Vraiment, voilà, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on a vraiment le tapis rouge pour se vendre. Donc gratuitement et vraiment croire en soi, c'est hyper important et voilà et surtout suivre sa passion, le cœur de ce qui nous motive. Voilà. Super. Et surtout de bien s'entourer. Il faut vraiment, c'est le plus important, je crois même, de s'entourer des bonnes personnes et parfois à deux, on va 10 fois plus loin que tout seul. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner à un musicien, c'est de bien s'entourer. Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? Ok. Je dirais, avant de me lancer dans le monde du travail, j'aurais vraiment aimé savoir qu'il faut mieux savoir vraiment se défendre, connaître sa valeur, mais surtout savoir dire non. Ne pas trahir les autres, c'est se trahir soi-même. Et il faut pas se trahir. Parce qu'en fait, petit à petit, ça nous affecte et après, ça fait pas des bons résultats. Donc en fait, je pense savoir dire non, s'entourer des bonnes personnes. D'accord. Dernière question pour cette partie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Clara d'il y a 10 ans? Eh ben, du coup, je dirais à la Clara d'il y a 10 ans qu'il faut qu'elle écoute son corps et qu'elle ne néglige pas les signaux de son corps qui lui disent genre arrête, ralentis, fais-en un peu moins, n'essaie pas d'en faire trop et surtout essaye pas d'être parfaite. Et voilà. Ben, c'est parfait. Donc, on tire à la fin de notre échange. Là, on va passer à notre rubrique surprise. Donc, le jeu. T'inquiète, tu vas pas chanter. Donc, ça va. Ah je m'étais préparée, tu vois. Je me suis dit, elle va me demander de chanter. Mais tu es prête ou pas pour chanter? Ah non, mais tout ce que tu veux. Faire un soufflet. Moi, je veux bien que tu chantes. Mais les gens sur ce plateau m'ont dit non et tout, je sais pas quoi. Alors, je parlais pas de toi. On va jouer à un jeu. Donc, c'est des questions. Questions fermées. Oui ou non? Ok. Est-ce qu'un bon prof de musique doit savoir battre... Oula. Alors, est-ce qu'un bon prof de musique doit savoir battre les œufs en neige en rythme? Wouah. En fait, ça, c'est une question tu m'as tué, là. moitié pâtisserie, moitié battre les œufs en neige avec le rythme. Tu sais que tu fais comme ça, là. Ouais. Eh bah oui, hein, complètement. Hein. C'est ça, tu passes pas ça, tu te fais virer du groupe direct. Non, mais en fait, battre la mesure, ça, c'est important. Le rythme, c'est important en musique. Si t'as pas le rythme, c'est chaud. Si t'as pas l'oreille, t'as pas... Et pareil, les œufs, on va faire un truc poétique. Les œufs, c'est la vie en pâtisserie. C'est essentiel. C'est la structure de tous les gâteaux. C'est vrai. Sauf que aujourd'hui, avec les trucs véganes, ça devient moins. Oui. Mais ouais. C'est vrai. Bon, moi, j'ai un batteur et un robot électrique, donc... Est-ce que bon, ça c'est une question, même moi je réponds oui tout de suite. Hein. Est-ce qu'il t'arrivait-il de fredonner en pétrissant? Wow. Très bonne question. En fait, c'était drôle parce que quand je travaillais à l'Intercontinental, j'ai eu le malheur de dire à quelqu'un que je chantais avant. Puis après, tout le monde était « Ah, vas-y, chante-nous un truc, Clara, chante-nous, quand est-ce que tu vas chanter et tout ?» Et j'étais là, genre, je faisais profil bas parce qu'en fait, en cuisine, c'est... J'ai beaucoup de choses à faire. Militaire, en fait. Ah, oui. Sinon, c'est pas que tu te fais pas respecter, mais voilà, tu vois. Oui. Les gens, ils te taquinent et tout. Et du coup, il y en a, ils me disaient « Ah, chante-nous un truc et tout. » Et moi, genre, non, j'ai jamais osé chanter en cuisine, non. Parce que, non. Mais oui, je fredonnais. Ça m'aidait à avancer dans le travail.
mais discretos, tu vois. Voilà. Bon, ça se voit que c'est pas moi qui ai écrit les questions et que c'est une certaine Eunice qui les a écrites en fait. Alors, as-tu déjà rêvé d'un opéra dans une pâtisserie? Oh. Tu vois, même elle rigole. Un opéra? Alors déjà, un opéra, faut le rappeler, c'est un gâteau classique de la pâtisserie française. Waouh, bien vu. C'est vrai, c'est vrai. L'opéra, c'est un gâteau à base de café, de crème au café, crème au beurre café et de chocolat noir. C'est vrai. Donc oui. Bah. Donc ouais, tout à fait. Peut-on jouer au clair de la lune avec des cuillères en bois? Oui. Je dirais même une anecdote, ma grand-mère, elle jouait de la musique avec des cuillères. Elle prenait 2 cuillères comme ça, elle faisait cric, 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 cric. Je peux vous montrer si vous voulez, c'est très drôle. Cuillères en bois? Ouais, des cuillères en métal. Ah, en métal. Ah, des cuillères normales? Ouais. Est-ce qu'on peut être prof de chant sans aimer l'opéra? Oui. Bah, par exemple, moi, je chante pas d'opéra, j'ai pas la technique chant lyrique. Voilà, le chant lyrique, c'est vraiment propre à l'opéra. Et je suis prof de chant en technique vocale, en musique actuelle, musique tout sauf l'opéra, quoi. Est-ce que souvent tu dois expliquer que chanter, c'est pas juste avoir une belle voix? En vrai, non, j'ai jamais expliqué ça parce que, en fait, pour moi, tout le monde peut chanter. C'est un truc qui s'apprend. Et je pense qu'en fait, dès l'enfance, c'est un truc naturel. Tous les enfants, ils chantent, même dans leur poussette. Parfois, il y en a, ils chantent et tout. C'est naturel, en fait. Ok. Est-ce que il t'arrive de préférer le silence à la musique? Waouh, oui, énormément. Oui, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis très sensible à tout, l'odorat, la lumière, tout. Et le bruit, parfois, ça me saoule. Donc parfois, j'aime bien, tu vois, j'habite en plein centre-ville de Marseille, je ferme les fenêtres et c'est le calme et ça fait du bien. Ouais. Mais est-ce que tu passes tes journées avec la musique ou pas? Oui, alors après, ouais, j'ai toujours mon enceinte allumée si j'ai pas... je mets tout le temps ma musique, mes playlists. Il y a toujours un bruit, un fond sonore quelque part. Ouais, c'est vrai, Ah, ouais. Je mets beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique. Est-ce qu'un bon prof de chant doit savoir forcément jouer du piano? Alors, pas forcément, mais je dirais c'est vraiment un atout en plus. C'est un outil, pour moi je l'utilise, c'est indispensable. De préparer les échauffements vocaux, de savoir changer une tonalité, de savoir accompagner les élèves. Moi j'accompagne mes élèves quand ils chantent, je les accompagne, je leur dis attends, on va changer la tonalité, on va chanter plus aigu, et puis je leur fais les échauffements à l'aide du piano. Je me vois pas être prof de chant sans piano. Est-ce que on te demande souvent, tu passes tout ton temps à chanter? Alors, tout mon temps, je dirais pas. Mais oui, enfin, je chante pas mal, quoi. En fait, ça me prend parfois comme ça. Et je me mets à chanter chez moi. Parfois, j'ai pas envie. En fait, je pense que tous les musiciens, chanteurs, ils ont des cycles. Il y a des fois, je vais me mettre à chanter tout le temps. Il y a des fois, je vais complètement pas chanter. Ouais, ça dépend. Ok. Donc, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'un élève, une personne timide peut apprendre à chanter fort? Oui. Bah moi, en fait, quand j'étais petite, comme j'ai dit, j'étais très renfermée, j'étais très timide. Et c'est vraiment la scène qui m'a sortie de cet état de timidité. Et du coup, le chant, c'est ça qui m'a aidée à m'affirmer, à m'exprimer. Parce que je savais pas m'exprimer vraiment. Et c'est vraiment la continuité de mon être, quoi. Ok. Est-ce que la justesse, ça s'apprend plus qu'on ne le croit? Oui. Ouais. Oui, chanter juste, c'est juste l'oreille, le sens de l'oreille. Et ça se développe. D'accord. Peut-on être un excellent musicien sans lire une partition? Oui. Bah moi je lis pas de partition. Alors après voilà, c'est pas pour dire moi je dis pas je suis une excellente musicienne, c'est pas ça la question, c'est plus moi je me suis débrouillée en fait sans savoir lire de partition et aujourd'hui j'ai un bagage qui me permet d'en vivre. Donc en fait Mais tu sais lire une partition en tout cas. À peu près. C'est ce que j'ai appris à l'école, mais en fait ça me saoulait tellement, j'ai développé une phobie de la partition. Ok, ça marche. Là, on allait chercher les cuillères pour que tu nous fasses au clair de la lune. Ok. Elles sont pas en bois, mais bon. Dédicace à ma grand-mère Abuelita. Elle faisait ça. Au clair de la lune, mon ami frérot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà. C'est vrai que avec le bois, ça a un bruit différent. Oui, le bois, ouais. Ça fait En fait, on peut faire de la musique avec tout.
Et avec mon père, parfois on prend des pots de confiture à la fin du repas. On les referme comme ça, on fait du tam-tam, après on chante, on tape sur la table, un peu comme dans High School Musical avec les casseroles, tu sais. Tu peux faire de la musique avec tout en fait. On a terminé. Oui. Ça s'est bien passé, c'était une belle interview, on a bien rigolé. Oui. Et est-ce que tu as un mot de fin avant que je termine? Ouais, bah du coup, il faut pas hésiter à se lancer dans la musique. C'est une voie vraiment qui peut être très enrichissante. Et pareil pour la pâtisserie. C'est en fait, je pense qu'il faut se lancer. Voilà. Ça marche. Bon, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui avez regardé cet épisode plein d'enthousiasme et de joie. On est heureuse de vous avoir parlé de Clara, qui est un parcours, on peut se dire, elle a fait ça, mais en fait, elle avait fait des choix. Elle a fait le choix de la musique, elle a fait le choix de la pâtisserie, elle a fait le choix de la musique encore et elle a réussi dans ces 3 choix. Et donc, vous allez chasser le naturel, il va revenir au galop. Réfléchissez bien, est-ce que vous avez laissé une passion quelque part qui stagne ou qui dort dans un tiroir, mais que vous voulez bien aller tirer et dépoussiérer? Faites-le. Regardez si c'est faisable déjà. Et n'hésitez pas à le faire parce que c'est là que vous serez épanoui comme c'est le cas de Clara aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouve bientôt. Sur ce, je vous souhaite d'être en bonne santé et à bientôt.